Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17, c'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube, la page c'est DMG TV. Merci pour la force que vous donnez à ceux qui s'abonnent là, merci à ceux qui partagent, ceux qui envoient des cadeaux, merci à ceux qui commentent toujours. On va commencer aujourd'hui avec la première histoire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi à chaque fois ce que vous pensez par rapport à telle histoire en commentaire. Et surtout, utilisez les H1, H2, H3 là, pour dire histoire 2. H1, bien H2, ça veut dire histoire 2, H3, histoire 3, pour dire, voilà, fais comme ça, fais comme ça. Et sachez que tous ceux qui racontent les histoires là viennent toujours pour écouter aussi et lire vos commentaires. Donc, si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Sachez qu'ils vont forcément lire votre commentaire. Voilà, donc écoutez attentivement s'il vous plaît. Première histoire. Bonjour DMG, bonjour à la famille DMG. C'est ma première fois de raconter une histoire. C'est une histoire qui m'a été racontée. Ça s'est passé dans les années 2009 en Côte d'Ivoire. Et c'est une histoire vraie, une histoire de deux copines. Et je vais leur donner un nom d'emprunt. Alice et Sarah. Et les deux faisaient les commerces. Et le commerce, les deux, bon, ça marchait un peu. Et un coup, le commerce de Sarah a commencé à marcher. Ça marchait tellement fort. Elle gagnait beaucoup de clients. Par contre, pour Alice, c'était un peu lent. Voilà, elle n'avait pas trop de clients. Elle faisait comme deux commerces différents. Voilà. Donc, elles étaient à Abidjan. Je n'ai pas dit le nom du quartier. Et comme ça, au fur et à mesure, le commerce de Sarah a commencé à marcher beaucoup. C'était tellement beaucoup. Elle gagnait beaucoup de clients. Donc, quand elle partait dans les cérémonies, comme chez nous, voilà, les filles, Ndjoula, comme on appelle au pays, elles aiment les réunions, les cérémonies, les uniformes. Donc quand il y avait les cérémonies comme ça, c'est Sarah qui payait tout pour Alice. Donc une fois, Alice, elle a vu que c'était un peu trop pour elle, que sa camarade s'occupe d'elle tout le temps. Sa camarade, quand elle a besoin d'un truc, quand elle n'a pas tous les moyens, c'est sa camarade qui faisait les dépenses. Donc elle a appelé sa camarade pour lui demander est-ce qu'elle peut lui montrer quelqu'un qui peut l'aider, genre comme un marabout qui peut l'aider pour que son commerce marche. Donc, elle a dit, Sarah lui a dit non, c'est pas la peine, faut pas te mettre dans ça. Je préfère, si tu as besoin de quelque chose, moi je vais te donner. Elle a dit non, que ça fait trop, que pardon. Si tu connais quelqu'un, il faut me montrer. Et Sarah a dit, il n'y a pas de souci. Je vais te montrer un vieux qui est au nord du pays. Le vieux là, vraiment, il est bien. Et Alice lui a demandé, ok, il n'y a pas de souci. Donc on va chercher un jour pour aller chez le vieux, mais j'espère qu'il n'est pas chier. Elle a dit, non, t'inquiète pas, ça va aller. Et les deux sont partis chez le vieux. Le vieux a donné médicaments à Alice. Et quand au retour, Alice a fait, son commerce a commencé à marcher. Ça marchait tellement bien. Comme pour Sarah, ça marchait. En tout cas, elle gagnait beaucoup de clients. Jusqu'à elle était tellement contente. Elle disait, ah, vraiment, médicament. Mais le vieux, j'ai oublié un truc, le vieux, elle a demandé au vieux, je te paye combien? Le vieux lui a dit, non, va faire le médicament d'abord. Après, tu viens me payer. Voilà. Va faire le médicament. Après, tu viens me régler. Et le vieux a dit, elle a dit, il n'y a pas de souci. Donc, ils sont rentrés à Abidjan. Elle a fait, ça marchait ça, chez Alice. En tout cas, les deux copines, leur commerce marchait. Et après quelques mois, Alice a dit, ah vraiment, le vieux là m'a rendu service. Vraiment, il n'a pas pris l'argent dans ma main. Donc, il est temps que j'aille chez lui pour aller le payer. Genre, aller donner, lui faire un cadeau et lui donner une somme au fait.
Comme c'est un vieux, il est au village, voilà, ça va lui faire plaisir. Et elle a dit ça à Sarah. Sarah a dit, ok, il n'y a pas de souci, le jour tu veux partir, je t'accompagne. Et à la veille, le jour où elle devait partir à la veille, Sarah a appelé Alice pour dire, ah, je suis désolée, je ne me sens pas bien, il faut partir toi seule. Voilà, que je ne me sens pas bien, vraiment. Si tu veux partir, comme tu connais déjà là-bas. Et Alice a dit, il n'y a pas de souci, je vais partir, mais porte-toi bien. Donc Alice a pris la route, elle est partie. Quand elle partait, elle a acheté quelques trucs pour la famille, elle allait donner à la femme du vieux, plus une grosse somme, une somme de 500 000, un truc comme ça. Tellement elle était contente, elle voulait tellement faire du plaisir au vieux. Et arrivée là-bas, quand elle arrive là-bas, elle dit au vieux, voilà, le vieux, vraiment, je suis tellement content du travail que tu as fait pour moi, mon commerce marche bien. Et Alice a dit, et le vieux a dit, ok, il n'y a pas de souci, comme tu es là, on va gérer ça. Et elle a enlevé la somme pour donner au vieux. Le vieux lui a dit, ah ma fille, moi je ne prends pas l'argent. Elle a dit, aïe, comment le vieux, tu ne peux pas faire tout ce travail-là sans prendre l'argent. Le vieux a dit, non, 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 moi mon travail, je fais avec le sang. Et le vieux lui a dit, mais elle, la fille, Alice a dit, mais c'est quoi ça, le sang? Bon, elle a pensé que peut-être c'était avec sang de mouton ou un bœuf, un truc comme ça. Le vieux a dit, non, 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 que c'est pas avec mouton, c'est pas avec bœuf, mais moi je fais mon travail avec sang d'être humain. Et elle était choquée, elle a appelé sa copine, elle commence à pleurer, que mais dans quoi tu m'as mis? Je dis au vieux que le vieux me dit il ne prend pas l'argent, il veut faire son travail avec du sang humain, je ne comprends pas. Moi je ne peux pas donner mes parents. Et voilà Sarah qui lui dit, ah ok, voilà je t'explique comment moi aussi ça s'est passé. Que si tu te rappelles, après c'est Sarah qui dit à Alice au téléphone que moi après la mort de ma maman, tu as vu que mon commerce a commencé à marcher, non? Voilà. Quand la personne qui m'a accompagné là-bas, quand on est parti, moi aussi je ne savais pas. Et arrivé là-bas, le vieux m'a dit de choisir la personne que j'aimais de plus. Ou bien c'est moi je meurs. Donc moi j'ai préféré donner ma maman. Donc quand j'ai fini, tu me vois, je suis dehors, j'ai ri, mais quand j'ai fini de faire mon commerce comme ça, une fois que je rentre à la maison, je pleure la nuit. Parce que je vois que c'est à cause de la personne que j'aimais au monde, que j'ai donné, que je gagne tout cet argent. Donc, je pleure. Donc, c'est à ton tour. Donc, sa camarade a dit, mais il fallait me prévenir. Elle a dit, non, mais si je t'avais prévenu, tu n'allais pas faire. Et puis, tu allais t'éloigner de moi. Tu allais dire, non, j'ai fait un truc. Voilà, sa camarade a dit, mais il ne fallait pas m'accompagner. Mais si elle ne t'accompagne pas, tu vas dire que je suis méchante. Donc voilà, les deux ont commencé à discuter au téléphone et elle vient maintenant devant le vieux pour demander au vieux, demander pardon au vieux, que pardon le vieux. Il faut demander autre chose, mais donner quelqu'un là, je ne peux pas. Le vieux lui a dit non, non, non. Moi-même, j'ai déjà regardé ta vie, j'ai vu que tu as un seul fils unique. Donc c'est ton fils là, je vais prendre. Si tu me donnes ton accord, soit oui ou soit non. Et le vieux a dit, et voilà, Alice a dit, non, 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 je ne peux pas. Mon fils, là, c'est ma vie. C'est ma vie, vraiment, il est tout pour moi. Donc, je ne peux pas donner, je suis désolé, je ne peux pas donner mon seul fils. Et voilà, maintenant, le vieux a dit, ok, si c'est ça, c'est toi-même qui vas mourir. Elle a dit oui, que vraiment, elle a supplié le vieux d'une manière, demandé pardon. Le vieux a dit non, lui son travail c'est ça. Voilà, que ce n'est pas de sa faute si elle n'était pas au courant. Donc elle est rentrée. Quand elle est rentrée au pays, elle est rentrée à Abidjan. 2 jours après, elle a commencé à tomber malade. Et après, elle n'a même pas fait 2 semaines de maladie, elle est décédée. Et lorsqu'elle est décédée maintenant, voilà, Sarah qui vient dans son funérail en train de pleurer. Elle a tellement pleuré que les vieux là ont commencé à douter. Tiens, est-ce que la mort de celle-là même, de toute façon, elles sont des amis, parce qu'on ne peut pas comprendre les morts un coup comme ça, qu'on va lui demander si elle en sait quelque chose. Donc ils ont fait asseoir Sarah pour lui demander, d'insister, les vieilles là, insister, qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous la vérité, qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà ça maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, si sa copine, en tout cas, elle a eu le courage
de tout dire à la famille d'Alice. Elle a tout dit, elle dit voilà, voilà ce qui m'est arrivé. Elle a tout donné les détails au fait de ce qui s'est passé. Et lorsqu'elle a fini d'expliquer, elle est rentrée chez elle. On l'a chassée du funérail qu'il ne faut plus elle va venir. Et lorsqu'elle est rentrée, elle-même, elle n'a pas dû, elle est tombée malade. Elle aussi, elle est décédée. Et après sa mort aussi, elle a expliqué, voilà, avant sa mort, elle a expliqué, voilà, elle est décédée. Donc, c'était ça mon histoire. Pour dire que, voilà, dans la vie, là, tout ce qu'on a là, on apprécie. Tant que tu as la santé, tu as toujours espoir. Tant que tu vis, tu as la santé. Tu as toujours espoir. Tu pries ton Dieu que tu pries. Dieu peut t'ouvrir d'autres portes. Peut-être si ce n'est pas ce commerce-là, Dieu peut t'ouvrir d'autres portes aussi. Donc, afin où on dit à ta copine, va m'accompagner, va. Tu sais, il ne faut pas te mettre dans ce que tu ne connais pas, au fait, dans ce que je veux dire. Donc, c'était mon histoire, vraiment. Merci beaucoup, DMG. 2 jours là, vraiment, j'écoute beaucoup votre histoire. Vraiment, je suis accro un peu à vous. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Salut DMG, salut à la famille, à tout l'auditoire DMG. C'est la première fois que je monte. J'ai souvent écouté, ça fait longtemps que j'écoute, mais je veux apporter ma petite contribution par rapport aux affaires, aux histoires que j'ai toujours entendues. J'ai entendu beaucoup d'histoires et je vais apporter un peu ma petite contribution par rapport à certains phénomènes que les gens vivent. Donc, c'est par rapport aux personnes qui font souvent des rêves. Il y a beaucoup de gens qui racontent comment ils ont fait des rêves. Ils voient les serpents, ils voient les chiens, ils voient des choses qui les poursuivent. Toutes ces choses-là. Ils sont en train de manger. On les a mordus, on a fait un truc. Il y en a qui se réveillent, ils ont peur. Ouais, ils ont peur. Ils commencent à paniquer. Ils se disent, qu'est-ce qui va m'arriver, tout ça. Ce que je vais vous dire, c'est que quand vous faites un rêve pareil, quand vous vous levez, n'ayez pas peur. C'est vrai, ça fait peur. Bon, prenez courage. Brisez le rêve là. Ne laissez pas la journée passer sans briser ce rêve. Brisez. Priez. Appelez Jésus. Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. C'est toi qui nous as créés. Tu es notre Seigneur et Maître. Nous sommes tes enfants. Si c'est le chien qui t'a mordu, tu dis que la morsure du chien, c'est le chien qui m'a mordu. Si je l'envoie en enfer. Envoyez le feu. Envoyez-les dans le feu de l'enfer. Je le renvoie en enfer au nom puissant de Jésus. Donc c'est au nom puissant de Jésus que vous priez. Brisez les rêves. Parlez dessus. Dites que vous n'êtes pas d'accord et que c'est au nom puissant de Jésus que vous proclamez ça. Proclamez fermement. N'ayez pas peur. Proclamez fermement. Quel qu'en soit ce que vous avez rêvé, c'est un serpent qui vous poursuivait, c'est un serpent qui vous a mordu, quoi que ce soit. Dès que tu te réveilles là, ne te réveille pas, ne te lève pas, tu te rendors. Fais un effort. Même si le sommeil vient, verse l'eau froide sur ton visage. Proclame. Mais parfois, on t'attache un peu. Tu te sens tellement fatigué, tu te rendors. Le matin, quand tu te lèves, proclame. Dans la journée, là, avant midi, il faut que tu aies proclamé. Tu dises que tu n'es pas d'accord au nom puissant de Jésus. Que le chien qui m'a mordu, là, c'est nul et sans effet. Je t'envoie le feu et que je suis couvert dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre. Et quand vous avez fait un rêve pareil, continuez de prier dans la journée. Ne restez pas sans prier. Priez à tout moment. Dans la journée, là, il faut prier. Il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas prier. La prière, c'est quoi? Quand vous racontez à DMG, non? Parlez comme ça aussi à Dieu. Seigneur, voilà. Je te prie de me bénir. Je te prie de me protéger. Protège-moi. Je suis ton enfant. Je suis une personne innocente. Vous avez la Bible, non? Lisez les psaumes. Et sur les psaumes, il y a même les titres. Les psaumes contre la persécution, vous voyez, pour la joie, pour remercier le Seigneur, les psaumes d'action de grâce, les psaumes de protection. Priez, il y a même beaucoup de psaumes sur YouTube qui permettent aux gens de méditer. Vous pouvez même mettre les psaumes là sur votre oreille, hein. Mettez les psaumes même, vous mettez ça sur YouTube, mettez les psaumes, mettez ça sur votre oreille comme ça. Le son passe même, tu dors, tu baisses le volume.
Tu dors avec le sommeil, mais prier, la prière, c'est vraiment la clé. Tous ceux qui disaient que la prière, c'est la clé, c'est vrai. Parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a donné beaucoup de pouvoir. Nous, les hommes, nous avons beaucoup de pouvoir que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Le peuple de Dieu meurt par manque de connaissances. Nous avons beaucoup de pouvoir. Nous sommes beaucoup plus forts que les démons. Le Seigneur ne nous demande pas de les attaquer physiquement, mais en esprit. Donc, c'est la prière. Il faut prier parce que nous avons beaucoup de dons que nous-mêmes, nous ne connaissons pas que nous portons ces dons-là. Dieu est là, au milieu de nous, mais nous ne le cherchons pas. Nous ne cherchons pas Dieu, mais nous sommes là, on a seulement peur, alors que nous avons des capacités. Tout le monde a le pouvoir que le Seigneur a donné. Il est là, il attend, mais personne ne vient. Aller à l'église, nous n'allons pas prier. À la maison, on ne prie pas. Nous sommes là. C'est pour ça que ces choses-là nous attaquent. C'est pour ça que ces choses-là nous attaquent. Comment vous comprenez qu'ils viennent faire les enfants? Pour faire les enfants, ils viennent chercher les gens, les personnes humaines, quoi. Ils ne partent pas chez les gens spirituels. Les gens qui ont vu leurs enfants, c'est toujours les petits démons bizarres, petites choses comme ça, qu'on dit qu'un homme qui était petit, quand la semence que Dieu a mis en un homme et une femme, et ils n'ont pas ça, ils viennent prendre beaucoup de choses chez les humains, parce que nous sommes les créatures de Dieu. Donc, restez en prière, vraiment priez. Priez, protégez vos familles, protégez vos enfants. Avant de dormir, priez. Quand vous vous réveillez, priez. Quand vous faites un rêve qui est mauvais, là, ne laissez pas prier. Brisez ça. Brisez ça même plusieurs fois dans la journée. Brisez le rêve là. Ayez toujours l'eau bénie, le sel béni, l'huile bénie. Et tu peux te oindre, vous oignez de temps en temps avec ça. Quand tu fais un rêve comme ça au matin, tu te oins même avec ça avant de sortir. Le sel béni, vous utilisez, vous mettez un peu dans les coins des maisons, les fenêtres, les portes, juste un peu, pas trop beaucoup là. Vous faites ça, purifiez votre maison avec l'encens béni. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc c'est ça un peu ma contribution. Je ne veux pas trop prendre du temps. Bon, j'espère que ça va passer et que ça va beaucoup aider les gens. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu nous bénisse. Vraiment, le dehors est gâté. Bye. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. DMG, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Voilà, je vais te raconter un peu l'histoire de ma maman. Voilà. Ma maman était une femme gentille, souriante. En tout cas, je sais pas. Moi, je n'ai jamais vu ma maman fâchée. Et ce témoignage, tout le monde le rend. Tous ceux qui ont connu ma maman, sa famille, personne n'a dit le mauvais nom de ma maman de son vivant comme à son départ. Donc je vais vous expliquer comment ma maman est décédée. Maman, une fois elle m'appelle comme ça, elle me dit, j'ai fait un rêve. Moi je viens de la Côte d'Ivoire, je précise. J'ai fait un rêve. Que dans le rêve, c'est comme s'il y a un vieux de mon village qui s'est approché, qui m'a dit, toi c'est ici, toi tu te caches. Maman dit, je me cherche pourquoi. Et maman dit dans le rêve, ils sont battus, elle a bien frappé le vieux. Le vieux est parti en pleurant. Et dit, maman, c'est bien fait, il a loupé. Non, pour pourrir. Sans savoir que, comme il y a une maman qui me dit, ceci ne se rétracte pas là. C'est ça qu'elle a là. Donc, moi, j'étais à l'internat. Et je me suis dit, c'était en décembre, je sais pas, le 15, maman m'appelle pour dire, viens, quand il y a un homme de Dieu qui arrive dans l'église, viens, on va aller prier. Il dit, maman, moi, je ne pourrais pas venir parce que moi, j'ai des devoirs, patati, patata. Elle m'a dit, si tu as un devoir, il faut rester, il ne faut pas te fatiguer. Et maman est partie à la veille de prière. Et quand elle est partie, le lendemain m'a appelé et me dit, l'homme de Dieu qui est venu, il est fort, hein. Il a vu des gens qu'on devait tuer en décembre, patati, patati. Maman, et toi, tu es restée jusqu'à la fin. Elle me dit qu'elle est restée, mais après, elle a eu sommeil, elle est rentrée. Et DMG, il savait, elle est partie avec ma maman. Si je savais, j'allais accompagner ma maman. Nous avons mis sommeil dans les yeux de maman pour ne pas qu'elle reste, pour ne pas qu'on voie que. Elle est partie à la maison. Et maman étant dans le commerce, elle avait pris des produits vivriers pour vendre aux dames. Et en temps de période de fête, les gens avaient besoin de commandes. Et c'est en partant par ces produits, on revenait, maman a fait un accident de voiture. Bon, je peux dire que la voiture s'est penchée, ils sont tombés. Elle tombe avec 3 de ses camarades. Dès qu'ils sont tombés, les 3 de ses camarades ont pu se lever. Sauf ma maman. On dit, il faut te lever. Elle dit, non, je ne peux pas me lever. Donc tu plaisantes. On est tombé à 3, on s'est levé, toi tu ne peux pas te lever. Moi, je ne peux pas. Jusqu'à ce qu'on évacue maman à l'hôpital. Et maman a commencé à pleurer parce que nous ne sommes que 2, hein, je précise, nous ne sommes que 2, mon petit frère et moi. Et quand on était les bébés gâtés, notre maman était tout pour nous, notre papa n'est jamais là, tout notre fondement, toute notre vie, c'est notre maman. Donc imagine que cette image s'en va. Toi, tu deviens quoi, une jeune fille qui n'a pas besoin de, je sais pas, mais une jeune fille dont la maman était le tout. Mon petit frère c'était encore petit. Donc
Ma mère arrive à l'hôpital, elle se met à pleurer. Et la seule phrase qu'elle disait à la dame qui était avec elle, que prenez soin de mes enfants. Et le soir, on annonce que notre maman est décédée. Et ma deuxième décès, c'était quand? Un 29 décembre. Un 29 décembre. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas pourquoi, mais pendant qu'on se préparait pour faire la fête, nous, on se préparait à accueillir un malheur. Avec que jusqu'à seulement 10 ans après, bientôt 10 ans, quand on rentre en décembre, moi j'ai peur. Quand on rentre en décembre, je deviens une autre personne parce que j'ai peur. Je me dis, je veux rentrer dans la nouvelle année sain et sauf. Parce que 29 décembre, on se dit qu'on est proche de la nouvelle année. Et là, le diable frappe. Ma mère est décédée. C'était dur. Ça a été très dur. Et après, à l'enterrement de ma maman, parce que ma mère est la dernière de sa famille. Dernière de sa famille. Ses frères ont voulu que moi, celui qui l'a tué. Et maman est en position. Le secret est en position pour aller montrer. Mais il y a une de ses grandes soeurs qui m'a élevée aujourd'hui, qui a pris mon petit frère en charge, qui a dit clairement que c'est pas la peine que ma maman se salisse. Maman, qu'elle passe se coucher tranquillement, Dieu va faire son palabre. Effectivement, le monsieur avec qui maman s'est battue, les gens avaient déjà attrapé un peu, il avait nié, mais il avait dit que c'était lui vraiment qui avait tué ma maman. Faut pas, il va fêter Pâques. Effectivement, il est mort comme n'importe quoi. Il n'a pas fêté Pâques de 1, de 2, il est allé au champ et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a attrapé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a poussé, mais il est tombé seul. Et puis le premier, il a pourri d'abord. Il a pourri. Et c'est 3 jours après, on s'est allé voir son corps. Vous dites non que la sorcellerie existe vraiment. Et les sorciers ne gâtent pas ce qui n'est pas bon. C'est ce qui est bon que ce sorcier cherche à gâter. À travers maman, il a voulu atteindre ses autres frères parce que maman est la plus petite, la plus douce. Mais Dieu fait grâce, la prière est bon, DMJ. Dieu fait grâce. À ce moment, c'est dur parce que bientôt je vais à la trentaine. Et quelqu'un me dit non, que depuis là, tu n'as pas fait deuil de ta maman, mais c'est difficile. C'est comme si c'était hier en fait. Et souvent, je m'assois seule, je pleure, je me dis bon, tout ce que Dieu fait, mourir jeune comme ça, vraiment, c'est difficile. Donc, la prière sauve. La prière sauve, DMG. La prière sauve. Et puis, vraiment, merci pour cette plateforme. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG, j'espère que vous allez bien et moi ça va avec la grâce de Dieu, on se maintient. Je vais vous conter une petite histoire qui m'a aussi été racontée par une voisine. Voilà. Je veux intituler le titre de l'histoire Le mauvais cœur. Voilà, le mauvais cœur. Couper tout court. Voilà ma voisine, je vais donner le prénom de Nadia. Voilà. Donc, Nadia a grandi au village, une belle femme brillante, vraiment très belle. Voilà, elle vivait avec son père et sa mère, et puis c'est elle qui rapportait qui apportait à la maison la bouffe et autres, le bien, tout ça là. Voilà. Donc, son père était instituteur, donc du coup, c'était un vagabond. Il traînait un peu partout dans les dépôts de vin. Quand il a son argent, il est dans les dépôts. Donc, parfois, il prend l'argent, il donne à la mère de Nadia. Voilà, il donne à la mère de Nadia. Et après, dès que ce qu'il a est terminé, il fallait qu'il bastonne la femme pour qu'elle fasse sortir le reste d'argent. Et puis voilà, c'était un peu la guerre, quoi. C'est comme ça comment la femme était dépassée, elle a commencé à faire de mauvaises choses, aller dehors, aller coucher avec les hommes pour subvenir aux besoins de ses enfants. Voilà. C'est comme ça comment le monsieur est tombé gravement malade. Le mari de la mère de Nadia, donc le père de Nadia, est tombé malade. En tombant malade, il dit à sa femme que voilà, je te laisse Nadia, mais tu peux pas manger sans bien seul. On doit le manger à 2 car c'est notre enfant. Nadia en question, une belle femme brillante, belle, très belle. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'elle a pris de l'âge, mais elle est très belle femme, bien bâtie, bien là. Donc c'est comme ça comment
il a dit à sa femme que non, voilà, le bien de Nadia, tu peux pas le manger seul. La femme n'a pas compris ce que ça voulait dire. Et voilà comment le monsieur rend l'âme. Et dès qu'il rend l'âme, la mère de Nadia devient folle. La mère de Nadia devient folle et voilà, tout est en l'air. Du coup, Nadia rencontre aussi un instituteur, voilà. Ce dernier l'emmène à Libreville, la capitale, et ils commencent à vivre leur vie. 7 gosses, et puis voilà. Nadia subit les mêmes choses que son père faisait à sa mère. Elle subit le même sort en fait que sa mère subissait. Donc pendant tout ce temps-là, elle fait 7 gosses avec le monsieur, mais il est debout, les vagabonds sexuels et tout, machin. Et la mère de Nadia, jusqu'aujourd'hui, elle est folle. Elle va en forêt seule, elle peut te faire 2 ou 3 mois en forêt et puis voilà, elle revient seule. Voilà. Et Nadia, elle s'est livrée au vin. Voilà. Elle s'est livrée au vin. Elle a perdu son mari aussi. Elle est un peu partout dans le quartier. Voilà. Puis voilà, quand elle boit comme ça, elle pisse sur place. Tout ça là. Elle m'a dit qu'elle est allée voir des gens, des pratiquants, qui l'ont dit qu'il ne peut rien faire parce que c'est fort. C'est que son père l'avait gaspillé complètement. Elle a même eu la chance de faire les 7 gosses là. Voilà, donc la malédiction se poursuit. Et les enfants de Nadia en question, il n'y a même pas un. Sur les 7 enfants, ils sont plusieurs, mais il n'y a même pas un qui peut sauver l'honneur de la famille. Ils sont 7, ils sont déjà grands. Je pense que le dernier a 17 ans, quelque chose comme ça. Il n'y a pas un qui peut sauver l'honneur de la famille. Tous sont complètement perdus. Tous sont complètement perdus. Alors, moi, je me demande pourquoi un père peut gaspiller sa descendance comme ça, quoi. Alors, ça m'a vraiment touché quand elle m'a raconté son histoire. J'ai dit, ben, si tu me permets, je vais raconter à DMG. Elle m'a dit, non, il n'y a pas de problème, c'est ce que je vis. Et vrai, sincèrement, elle vit une situation horrible. Elle va de problème en problème, des prêts par intérêt. Elle ne rend pas bien le milieu à domicile. Elle vit vraiment une vie merdique, sincèrement. Voilà. Je prie Dieu que tout se passe bien dans sa vie, quoi. Que le Seigneur puisse visiter cette dame parce que vraiment, ça me fait mal. C'était ma petite histoire aujourd'hui, donc la morale de l'histoire, c'est que vraiment les parents, ouais, quand on pense que les enfants, quelque part, je pense que les enfants sont une bénédiction. Alors pourquoi gâcher tes propres enfants ou ta propre femme? Je sais pas ce qui se passe. Hein. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Depuis qu'elle m'a raconté son histoire depuis 2 jours, en fait, je me sens pas bien, j'ai mal. Vraiment, elle vit une vie merdique. Parfois, elle te fait déjeuner, elle ne mange pas. Voilà, c'est compliqué, vrai. C'est compliqué. Elle peut te faire une journée assise au bar, elle boit juste le vin, et puis quand elle rentre, elle vient dormir. Voilà, et même quand tu rentres dans sa maison ressemble vraiment à une maison qui est habitée par des esprits, quoi. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. C'était ma petite histoire. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Salut encore, DMG TV. Partagez, aimez, likez. Et il faut qu'on se donne vraiment des conseils parce que la vie est mystérieuse. Et tout ça là, ça va nous aider à comprendre des choses dans la vie. Ça s'est passé dans une région de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Ara. Et
dans une région de Hara, un village du nom de Asumukro, je pense bien. Et c'est comme ça, il y avait une famille qui était tellement aisée. C'était des planteurs. C'était un planteur, pardon. Il était marié à une femme de tribu des rois. Et quand c'est comme ça, il y a beaucoup de considération, et puis le monsieur aussi devient, comme aussi lui aussi il est aisé, devient aussi automatiquement quelqu'un comme un roi parce qu'il a marié une princesse. Donc c'est comme ça, le monsieur, il avait beaucoup de manœuvres, beaucoup de travailleurs. Mais le monsieur avait seulement un problème. Son problème est que, mais il avait la possibilité de marier plusieurs femmes. Mais comme il s'est hasardé à marier une princesse, chez nous, je ne pense pas que marier une princesse te permet de marier plusieurs femmes. Un homme, normalement, chez nous, marie autant de femmes que tu peux. Même quand tu t'hasardes à marier une princesse, ça serait difficile que tu ajoutes à tes femmes. Et c'est ce que le monsieur a fait. Et il aimait la dame. Et c'est comme ça, dans les couples, ils ont seulement eu à faire une fille. Une fille parce qu'ils ont duré avant même de faire l'enfant. Ils ont duré, ils se sont mariés au moins après 7 ans ou bien 8 ans après qu'ils ont fait l'enfant. Et l'enfant est né, l'enfant partait à l'école. Et l'enfant, ils ont constaté que l'enfant n'a pas d'amis femmes. C'est-à-dire que l'enfant aimait beaucoup les jeunes hommes. C'est-à-dire que tous ses amis de l'école, ses amis du quartier, c'est pas comme si elle est ennemie aux femmes, mais elle ne s'assoit pas avec les femmes. Elle est tout le temps avec les jeunes garçons. Ils viennent à la maison tout le temps. Donc les parents ont accepté parce que c'est le choix de les petites filles. Donc les gars l'aimaient beaucoup et ils mettaient tout à la disposition de la fille. Et les gars lui donnaient des conseils parce que chez nous, une fille qui perd sa virginité, c'est-à-dire qu'une fille qui n'est pas vierge, c'est-à-dire que quand on prend sa virginité, c'est-à-dire qu'on prend, elle devient, on enlève sa virginité, elle n'est pas considérée. C'est-à-dire que la famille même, c'est comme une malédiction pour la famille. Donc la famille aussi est mal vue dans le village. Tu comprends? Donc c'est les conseils qu'on lui donne, ça, que tout ce qu'elle veut, si même elle aime un garçon, elle n'est qu'à présenter ce garçon-là. Eux, les parents vont tout faire pour qu'elle puisse marier ce garçon. Elle a dit à ses parents qu'elle ne va jamais les décevoir, que n'ont qu'à se calmer. Elle n'est pas encore prête. Si elle est prête, elle va envoyer le garçon et puis elle va tout faire pour qu'ils soient fiers d'elle. Et elle serait toujours vierge. Bref, c'était une parenthèse. Maintenant, la jeune fille en question, un soir, elle était avec ses amis, garçons, les gars. Ils étaient en train de discuter. Dehors, comme les garçons aiment discuter, à faire de tout et de rien. Donc, ils étaient en train de discuter. Dans ça, la discussion a dégénéré. C'est devenu autre chose. Et c'est comme ça, l'autre d'entre eux, on ne sait pas quel esprit qui est rentré dans lui, a pris un objet tranchant et piqué le second. Quand il a piqué le second, ça s'est passé comme un amusement. C'est comme ça, crier, et l'autre a rendu l'âme, il est mort. Dans quel coup ils ont envoyé l'affaire chez le roi, tout ça. Donc
L'autre, on l'avait mis en garde à vue villageoise avant aussi que la police et la gendarmerie viennent pour faire le constat, tout ça pour truc. Le roi n'a pas voulu le laisser à la gendarmerie. Ils vont régler ça, ils vont voir qu'est-ce qui a causé ça. Après 3 jours de discussion avec la gendarmerie, parce que la gendarmerie voulait prendre le gars, c'est un criminel, on veut le prendre. Après 3 jours, l'autre garçon aussi, il était assis, on lui a donné la nourriture le soir, le gars George est mort. Les gens n'ont rien compris. Ils sont allés faire des consultations, les policiers, les gendarmes sont venus dire que c'est les parents qui l'ont tué, tout ça, que ils veulent voir les parents de l'autre victime, tout ça, que pourquoi ils se sont fait justice, tout ça. Et c'est comme ça, comme les gendarmes aussi ont été dans la région, ils connaissent un peu les pratiques. Donc ils ont envoyé des gens qu'on appelle des combien chez nous, qui vont danser les trucs pour dire non, que c'est pas quelqu'un qui l'a tué, c'est l'esprit de l'autre, qu'il y a une discussion qu'il y a une autre personne en tout cas qui va mourir. Parce que pourquoi l'autre est mort, c'est un problème qu'ils sont en train de régler. Mais une autre personne encore qu'ils ont pris comme témoin, la personne va mourir. Donc, personne ne s'attendait à ce que la jeune fille en question, la fille unique du Richard, allait mourir. Personne ne s'attendait. Or, elle était amie aux deux. Et aussi, c'était à sa présence que l'autre est décédé. Et c'est comme ça, après 3 jours qu'ils ont enterré l'autre, soudainement, la fille est décédée. Elle n'est pas tombée malade, elle n'a rien fait, elle allait se coucher, on la réveillait sur le réveil. Donc les parents étaient vraiment angoissés. Donc les parents, la maman a pleuré. Donc si eux, ils ont l'argent, elle a commencé à poser des questions à son mari. Quel genre d'argent, quel genre de richesse que tu as, et puis tu n'as pas de successeur, tu n'as pas quelqu'un qui va prendre ton héritage. Et on a cherché à faire des enfants, tout ça, elle a commencé à se plaindre, à aller dire, plaindre que pourquoi son papa aussi n'a pas consulté avant d'accepter les enfants de ce monsieur-là, une reine qui n'a pas d'enfant, Bon, elle avait commencé à pleurer, même pour aller enterrer l'enfant, c'était vraiment compliqué. Ils ont enterré, les gens ont parlé, que vous n'allez pas manger l'enfant, il faut que vous l'enterrez parce que c'est votre seul enfant. Donc, déjà, l'enfant fait déjà 2 jours à la maison, c'est trop pour un enfant unique, et puis vous n'avez jamais perdu d'enfant avant, que vous laissez comme ça, c'est pas bon. Que le village même n'accepte pas ça. Et il fallait aller enterrer l'enfant. Donc c'est comme ça. Tout le monde était là. Ils savent que le monsieur est vraiment aisé, il a beaucoup d'argent. Le monsieur a pris des pagnes Kita, que chez nous c'est des pagnes royales qui sont très chères. Ils ont mis assez de pagnes Kita dans le cercueil. Ils ont mis comment on appelle ça, de l'or, assez d'or dans le cercueil. Ils ont des chaussures des princesses là qu'on fait chez nous, qui aussi vraiment cher, les chaînes des femmes en or, tout. Ils ont mis des choses vraiment que on ne devrait pas mettre dans un cercueil. Et c'est comme ça, les bandits, il y avait deux jeunes qui étaient dans le quartier qui font aussi des conneries. Quand ils ont vu ça, ils se sont donné rendez-vous. Eux aussi, ils connaissent aussi la fille aussi est amie à eux. Ils se sont donné rendez-vous que s'ils ont atterri, nous là, on va aller déterrer ça, puis on va prendre ça pour devenir riche. Parce que quelqu'un qui est mort, vous êtes dans le village, vous n'allez pas prendre l'argent pour donner aux gens. La fille qui est morte, si vous prenez même un enfant pour l'adopter, ça fait quoi? Vous voulez enfant de votre sang. Et voilà que Dieu vous a mis la malédiction. Votre seul enfant est décédé. Donc c'est comme ça les gens parlaient dans les coulisses.
Et c'est comme ça, ils sont partis enterrer la fille. La maman était couchée dedans. Le papa aussi était dedans. Et c'est comme ça, les deux jeunes, ils ont entendu à ce que le village soit vraiment calme. Donc la nuit maintenant, ils sont partis sur le cimetière, aller déterrer. Ils ont fait sortir le cercueil parce que leur intention, c'était pour enlever les biens, les richesses qui sont dans le cercueil. C'est comme ça, ils ont pris des choses, des mesures là, ils ont commencé à ouvrir le cercueil. Après d'avoir fini d'ouvrir le cercueil, la fille s'est levée, elle s'était assise. Les deux jeunes ont pris peur, ils ont commencé à courir. L'autre a couru, il est sorti dans le village voisin. L'autre aussi a couru, mais ils avaient tellement de blessures sur eux. C'est comme ça la fille, toutes les richesses qu'ils ont mis dans le cercueil, elle a attaché avec les pains qui t'a tout. Elle a mis ensemble. Et puis, elle a mis sur sa tête. Elle a laissé le cercueil là-bas et puis elle a marché pour aller au village. Arrivée au village, elle tape la porte de son papa. Son papa dit que c'est qui? Elle répond que c'est ta fille. Il dit ma fille est morte, on l'a enterrée. Il dit oui, c'est moi, je suis revenu. Comment tu es revenu? Comment tu es revenu? Que lui, il ne peut pas ouvrir la porte. On vient de t'enterrer, tu es revenu comment? Comment tu as fait que tu es revenu? La fille dit qu'elle va expliquer. À un moment, tu sais, les femmes ont tellement de courage et puis les femmes sont plus dures que les garçons. Je pense bien que les femmes ont beaucoup de cœur que les garçons. Donc la dame a dit que c'est ma seule fille. Si elle a décidé de revenir, elle a entendu mes pleurs et puis elle veut essuyer mes larmes. Donc je veux aller croiser ma fille. Elle dit non, il ne faut pas ouvrir la porte. Il ne faut pas ouvrir la porte. C'est comme ça la dame allait. Quand elle a ouvert la porte, c'est comme ça. Le monsieur en question s'est évanoui. La dame a vu sa fille. Elle a regardé, elle a crié. Elle n'arrivait pas à comprendre. Donc le monsieur est évanoui. Après ça, elle est sortie. Comme ils étaient dans une grande cour, ils avaient aussi des gens qui travaillaient eux. Elle a dit qu'elle allait dire au roi qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça. Ils sont venus, ils ont fait des trucs. Et puis le roi maintenant, le papa maintenant s'est relevé. Et le roi a mis tout le monde là. On demandait à la fille des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle est revenue. Et puis comment elle est sortie du tombeau. Et puis comment elle a été... je ne sais pas, elle n'a qu'à nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et maintenant, la fille va expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit vraiment que quand elle est décédée, c'est comme si elle dormait. Elle dit que quand elle rêvait, parce qu'elle pensait qu'elle rêvait. Quand elle dormait et puis elle est arrivée quelque part. Les deux jeunes, le premier qui était mort était là. Le deuxième aussi qui était mort aussi était là. Donc quand elle est arrivée là-bas, elle a vu les deux étaient arrêtés là. Dans une grande maison impossible. Et le coin est vaste. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu ne vois pas le début, tu ne vois pas la fin. Tu regardes l'autre côté des quatre coins, ils sont comme arrêtés au milieu. Et on leur posait des questions. Et elle était venue comme témoin. Maintenant, elle a tranché l'affaire. Elle a dit ce qui s'est passé. Donc quand elle a expliqué fini, on dit elle n'est qu'à partir. Elle dit mais vous m'avez laissé ici juste quand ils m'ont enterré, tout cela ils m'ont mis dans ce cœur. Comment je vais me retrouver? Il dit ça ne la concerne pas. Elle n'est qu'à partir seulement. Elle n'est qu'à sortir de la porte. Il y a une porte qui est devant. Elle n'est qu'à marcher tout droit. Il ne faut pas tourner. Elle n'est qu'à sortir de la porte. Si elle sort de la porte, ils vont venir l'accueillir.
Elle dit, ah, ok. Comme c'est comme ça, elle a compris. Donc c'est comme ça. Elle a pris la route qu'on lui a dit. Elle a marché. Elle dit, elle a marché au moins des kilomètres. Vraiment, elle a marché. Comme le coin est bien vaste et c'est bien propre, bien joli, comme Jean Carolé et bien joli. Mais elle a marché. Elle a marché. Quand elle est sortie de la porte, c'est comme ça ils ont ouvert le cercueil et elle s'est assise. Et elle a reconnu un d'entre ceux qui ont ouvert le cercueil. Donc c'est comme ça les jeunes. Elle a dit, bon, comme elle a reconnu, elle n'a qu'à dire, elle a dit le nom de la famille où l'autre venait. Mais le deuxième, elle n'a pas vu parce que lui, il a fumé, il est sorti de l'autre côté. Mais après, maintenant, le roi a demandé à ce que les gars partent les appeler. Donc, ils sont partis appeler l'autre. Il dit, mais ton deuxième. Elle dit qu'elle a vu 2 personnes, mais l'autre, elle n'a pas reconnu. C'est là qu'il a fait venir. Il a vu que les 2 ont des blessures sur eux, ils ont bandé les têtes, ils ont bandé tous les corps. À force de courir dans le noir avec la peur, tout ça, ils se sont fait des blessures. Et c'est comme ça. On les a posé la question. Comment vous avez su que la fille, elle était en vie? Les voleurs, ils ont l'habitude de voler, donc ils vont commencer à mentir. Ils disent qu'ils passaient. Comment quelqu'un qui est enterré en bas de terre, au moins 6 mètres de la terre, et ils passaient, ils ont entendu bruit. Et c'est comme ça qu'ils ont déterré. Comme c'est leur ami, ils ont déterré pour la faire sortir. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté pour la femme venir dire que eux ils n'ont jamais vu ce genre de trucs-là et ils ont eu peur. Donc c'est pourquoi ils ont fui. Bon bref, comme les parents ne voulaient pas chercher à savoir tout ça, même quand elle a expliqué, ils sont allés voir le cercueil là, tout ce qu'ils ont pris pour l'enterrer. C'est-à-dire que les gars l'ont déterré vraiment. Donc elle est réveillée, elle est venue, c'est leur enfant. Comme il y a des lavages, ils ont fait des lavages. Donc le monsieur en question, pour récompenser ces 2 jeunes-là, il a demandé à sa fille que lui, il ne va plus jamais demander à sa fille encore d'envoyer un garçon. Un garçon pour la marier. Ces 2 personnes-là sont un d'entre eux que lui, en tant que papa, il va exiger à ce qu'elle marie. Un d'entre les 2. Qu'elle n'a qu'à choisir un d'entre les 2 qu'elle marie. L'autre, qui ne serait pas, qu'elle ne va pas choisir, l'autre, ils vont le décorer et puis lui donner ce qui va le rendre heureux jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est comme ça, les 2 voleurs sont devenus les héros du village, et des jeunes très très riches parce que le monsieur les a pas laissés, il les a vraiment rendus riches. Il les a donné vraiment des parcelles, même de champs de café et cacao, avec des champs d'anacate, avec des bœufs, parce que le monsieur avait des bœufs, avait des élevages. Donc après ça, la fille aussi s'est mariée avec le monsieur, elle a poursuivi à ses études. Et puis, bon, c'est comme ça, les choses sont finies, parce que les gens aussi quittaient des autres villages pour venir constater les faits, parce que c'est un peu étrange. Mais les parents n'ont plus voulu que les filles puissent être à la risée des gens, que les gens viennent à chaque fois visiter les filles comme c'est une revenante ou bien comme ce qui s'est passé dans un village proche de là, qu'après 5 ans, une fille est décédée, elle est revenue, mais ils ont constaté qu'elle était pourrie, mais sa fille elle n'est pas pourrie, elle est venue de façon, ils l'ont enterrée, c'est comme ça, ils l'ont déterrée pour l'envoyer. Donc, sa fille, c'est pas une revenante. Il ne faut plus jamais que les gens vont venir visiter sa fille, genre comme si c'est une revenante. Donc, après là, c'est comme ça, ils ont clos l'affaire. Et c'est la fille en question, jusqu'en présent, elle vit. Parce que elle doit avoir environ, parce que moi, présentement, j'ai 41 ans. La fille en question, en ce moment, elle avait
à nos 18-19 ans. Donc, elle doit avoir maintenant dans les cinquantaines. Donc, ça, c'est l'histoire qui est vraiment étonnant. Vraiment étonnant. Aimer, partager, liker, et que la famille grandit. Merci. Mon nom, c'est Quentin. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Je suis Franck Nzé et je viens vous faire un témoignage de quelque chose que j'ai vécu lorsque j'étais plus jeune et lorsque j'étais en classe de 4e, 3e. Et c'est quelque chose qui m'a affecté personnellement. Je pense que ce témoignage va conscientiser plusieurs parents, plusieurs tuteurs et surtout plusieurs élèves. Parce que c'est quelque chose que je pense que si moi ça m'a affecté, ça peut affecter plusieurs autres personnes. Et désormais, par rapport à ce témoignage, j'espère que à la suite, beaucoup sauront quoi faire par rapport à ce genre de situation s'ils le voient se répercuter dans leur vie ou dans la vie de leurs enfants. Donc sans plus tarder, j'aimerais d'abord dire que je suis un enfant jumeau. Et voilà, depuis ma petite âge, j'ai toujours eu des rêves prémonitoires, des visions, des songes qui m'annonçaient des choses, tant me concernant moi-même et concernant aussi quelqu'un de la famille, un proche et tout le reste. Et surtout aussi que j'avais un ami, parce qu'en plus de mon jumeau, on avait un ami qui était comme un triplé avec nous. Donc sa maman l'achetait toujours les mêmes vêtements que les nôtres, les mêmes jouets que les nôtres. Donc tout ce que nous on avait, sa maman l'achetait. Sa maman disait toujours à ce jeune-là qu'écoute, il faudrait que tu sois comme ceux-là, il faudrait que tu prennes exemple sur eux. Tu ne dois pas rester derrière, tout ce qu'ils font, tu dois le faire. Donc, pour nous, comme c'était un frère, on le prenait ainsi, il était comme un triplé pour nous et il vivait juste à côté de chez nous. Vu que nous, on vivait dans un immeuble de 4 étages et on était au premier. Et c'est là où, juste à côté de nous, il était. Et voilà. Donc, les problèmes ont commencé dans mon cursus scolaire parce que du primaire au secondaire, j'avais quasiment redoublé 2 classes seulement. C'était la classe du C1 et la classe du CM2. Et voilà, donc, le reste, j'ai fait d'un trait. J'avais toujours des bonnes notes. C'était toujours dans les 19, 20, 18. Si j'ai eu une sous-note, pour moi, c'était 17. Donc en dessous de ces notes, c'était difficile de me voir. Et lorsque j'arrive en 4e, c'est là où je commence à percevoir tous ces problèmes-là. Et tout démarre un jour où, en sortant des classes, je suis arrivé à la maison, je me suis mis à la terrasse parce qu'on avait une terrasse et c'est de là-bas. Moi, je faisais toujours que lorsque je sors des cours, on m'a donné des devoirs à faire à la maison, des examens et tout le reste. Avant de faire quoi que ce soit, je commençais par résoudre tous mes devoirs, ou je faisais tous mes devoirs. Et pendant que je faisais mes devoirs, il y a mon papa qui est venu. Il est rentré à la maison, il m'a salué, il m'a trouvé à la terrasse, il m'a dit écoute, descends parce qu'il y a ton petit frère qui est en train de se bagarrer en bas, va le séparer, tu le ramènes ici à la maison. D'accord. Et du coup, j'ai pris mon stylo, je suis descendu avec pour aller séparer mon petit frère. Après, pendant la séparation, le stylo est tombé. Voilà, et voilà, j'ai terminé, j'ai pris mon petit frère, je l'ai séparé, je suis parti avec lui à la maison. Et du coup, en partant, je regarde par terre pour chercher le stylo et tout là, je ne le vois plus. Je me suis dit, bon, ce n'est qu'un stylo, c'est un bic. Ça coûte 100 francs ou 150, donc je peux en acheter un autre. J'ai négligé, je suis parti. Et c'est depuis ce moment où les malheurs, où les problèmes ont commencé dans mon parcours scolaire. Ce temps, premier devoir, j'ai sorti c'était la note de 11,50 sur 20 pour la première fois de ma vie, depuis que j'étais au secondaire et tout le reste. 11,50 sur 20, c'est un scandale. Le professeur était choqué, il me dit mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit monsieur, je ne vois pas ce qui se passe. Et je ne sais pas pourquoi me vient cette note de 11,50 sur 20. Mais bon, comme c'était la moyenne et tout le reste, je me suis dit ok, au prochain devoir, je vais me rattraper. Mais c'était de mal en pire. Parce qu'il y avait une chose que j'ai observée. Pendant les cours en classe, lorsque le professeur interrogeait ou posait des questions durant les cours, je répondais bien, j'étais toujours là attentionné. Mais lorsqu'il fallait faire des devoirs écrits, c'est d'où je commençais à noter les problèmes, c'est d'où je commençais à voir les difficultés. Et les notes ont commencé à dégringoler de 11,50 à 9. Et c'est là où on a convoqué mes parents. On a commencé à poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il des choses que vous faites à la maison qui déboussolent l'enfant? Y a-t-il des comportements? Y a-t-il un traumatisme? Qu'est-ce qu'il y a? On appelait même jusqu'à un psychologue. On m'a mené là-bas, on a commencé à me consulter tout le reste. Mon gars avec mais tout va bien, il n'y a pas de problème, tout est OK. Mais ça allait de mal en pire, de 9 à 8. Et la première fois de ma vie que j'ai une note de 5 sur 20. C'était le scandale. On m'a fait redoubler cette année. Et l'année d'après, c'était le même phénomène qui se passait.
Et malgré ça, comme le proviseur et tout le reste des enseignants, ils ont dit, écoute, cet enfant il a le niveau, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui se passe. Mettons-le en troisième parce que, comme je vous l'ai dit, en classe, je répondais tout. Donc, ils ont dit, bon, il connaît, mettons-le en troisième. Et lorsque j'arrive en troisième, c'est le même phénomène qui se passait. Même chose. Et pendant que j'étais en troisième, ils ont pris un répétiteur. Ils ont dit, écoute, on va te suivre à la maison pour voir et tout le reste. Le répétiteur est venu, il a commencé à me suivre, me dispenser des cours, faire des examens, des devoirs. Et après, il m'a dit, écoute, pourquoi tu déranges les gens? Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que je vois que tu connais tes cours, tu es assidu, y a-t-il un problème? Parle-moi, dis-moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui dérange, eh bien, fais-le-moi savoir, je le dirai à tes parents et tout le reste. J'ai dit, mais écoute-moi, je sais qu'il n'y a rien. Je vais à l'école comme d'habitude, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai des sous-notes. Il m'a dit, ok, je parle à mes parents. Il me l'a reporté la nouvelle à mes parents, leur expliquant que tout va bien. Pensant que les choses iront mieux, mal. C'était encore le même phénomène qui se passe. Certainement. Et lorsque je suis arrivé en classe, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé un jour, je suis arrivé en classe. Pendant le cours, j'ai répondu quasiment toutes les questions, bien, correcte réponse et tout le reste. Et c'est d'où une de mes camarades s'énervait et me dit, écoute Franck, qu'est-ce que tu fais ainsi? Pendant les cours, tu es là, assidu, tu réponds exactement aux réponses, aux questions qu'on te pose. Mais pendant le devoir, c'est d'où tu es les sous-notes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui cloche? S'ils ne veulent pas te dire, moi je vais te le dire. Va chez toi, cherche la solution et quand tu trouveras des solutions, reviens ici. Parce que ce que tu fais, c'est embêtant. Ça sert à quoi? De donner des bonnes réponses aux questions qu'on te pose durant les cours et d'avoir des sous-notes lorsqu'il faille faire des devoirs écrits. Ce qu'elle a dit m'a touché. J'étais impacté. Je suis sorti de l'école, j'ai pris directement la voiture, je suis rentré à la maison. Et en arrivant à la maison, j'ai dit à ma maman, écoute, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas et cherche une solution. Elle a dit, écoute, moi, je n'ai pas envie de parler, ça va attendre que ton père vienne. Papa est venu, je l'ai refait asseoir, je l'ai réécouté. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je ne comprends pas ce phénomène que lorsqu'on me pose des questions en classe, je réponds très bien, je donne des réponses correctes, exactes, mais lorsqu'il faille que je compose à l'écrit, c'est d'où il y a des problèmes. Il dit, écoute, moi, je parle de quoi tu parles et tout le reste. Et ça m'a frustré. Et j'ai commencé à pleurer. En pleurant, j'étais en train de dire, je veux savoir, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Donc je m'interrogeais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Je m'interrogeais tout le reste. Et c'est après ça, je suis même parti dormir, parce que ce soir, je n'avais même pas mangé. Je suis parti dormir, je me suis allongé. Et dans mon songe, j'ai un songe. Dans ce songe-là, je vois la chose suivante. Je vois la scène, comment ça s'est passé. Comment mon papa arrive du travail, il me salue, il me dit, ok, descends. Quand je descends, j'avais le stylo pour aller séparer mon petit frère. Et en descendant, c'est d'où je vois comment, pendant la bagarre, je sépare mon petit frère et en le séparant, il y a le stylo qui tombe. Et quand le stylo tombe, qui prend le stylo? Mon voisin. Celui qu'on prenait comme notre jumeau, celui qui s'habillait comme nous et tout le reste. Et en prenant le stylo, il le cache, il est parti le donner à sa maman. Et j'écoutais comment dans le songe, la maman disait, on va voir encore comment il sera premier, on va voir encore comment il va faire toutes ces choses. Et elle a pris le stylo, elle est partie chez les charlatans, chez des tradipatriciens et tout ça, pour aller faire des fétiches, des rituels, afin que c'est son fils qui puisse d'une manière au travers de mon stylo avoir de bonnes notes et moi avoir des notes minables. Donc j'ai tout vu dans le songe, je me suis réveillé furax et je suis sorti en colère. Ma mère m'a dit, tu vas où? Viens ici parce que tu es puni. J'ai dit, écoute, je viens de voir quelque chose. Et elle m'a dit, ok, raconte-moi ce que tu as vu dans le songe. J'ai terminé de le lui relater, toute l'histoire complètement telle comme je l'ai vu dans le songe. Après elle me dit, c'est assez fort ce que tu donnes comme accusation à ton ami là, t'es sûr que c'est ça? J'ai dit oui. Mais dit, attends. Appelle sa maman et tout le reste. Comme la maman n'était pas là, on appelle le petit en question. Il est venu, il a commencé à nier tout ça. On a violenté le gars, pas violenté, on a essayé de le menacer. Et c'est suite à ça que le gars a montré son véritable visage. Non, tu pensais que tu étais quoi? C'est toujours toi à la radio, vu que c'est toi qui es à la radio, tu as des bonnes notes, c'est toi qui es au lycée, tu as toujours des diplômes, des tableaux d'honneur, et nous on est là, on t'accompagne, tu penses que c'est quoi? Et tu ne nous aides pas. Je dis, mais attends, mon frère, c'est la raison pour laquelle tu prends mon stylo pour aller faire de telles choses. Tu vois, donc au sorti de la maison pour aller chez lui, il est rentré comme si de rien n'était. Il a fermé la bouche, il n'a rien dit. Moi, je pensais qu'il allait raconter sur Jean, mais rien. Et c'est suite à ça qu'on a convoqué sa maman et lui lorsqu'elle est venue. On a confronté sa maman. La maman aussi a nié. On a dit, ok, comme c'est comme ça, maman est partie, elle a appelé je ne sais qui. Et devant ces personnes-là, nous sommes partis. Et il y a une dame qui a confirmé, sans qu'on ne lui ait dit, elle a relaté exactement la scène et tout ce que j'ai eu dans le songe. Et c'est suite à laquelle la dame est partie prendre le stylo qu'elle a travaillé. Et quand je dis travail, je parle de préparation mystique et tout le reste. Donc, elle est venue, elle a porté le stylo, elle a défait les rituels et tout ce cas avec les paroles qu'elle a prononcées. Et depuis ce jour, les choses sont rentrées dans la normalité. Donc, la moralité de l'histoire sur laquelle, c'est que premièrement, le stylo est quelque chose d'important parce qu'avec le stylo, on signe des contrats.
avec le stylo en signe de, comment vais-je dire, on fait des projets, on fait des demandes, on fait plusieurs autres choses et le stylo est vraiment important. Et à cause d'un simple stylo que j'ai perdu, que j'ai négligé, on a pris, on est parti travailler avec. Donc, si moi je pense que ça a pu m'affecter, je pense qu'il y a plusieurs jeunes qui sont affectés aujourd'hui ou qui vivent la même expérience que moi. C'est la raison pour laquelle je viens par ce témoignage attirer l'attention pour conscientiser certains parents que lorsque vous pouvez voir certaines choses, le dégringolage des notes de vos enfants, prenez garde, prenez attention. Ne commencez pas à juger, ne commencez pas à délaisser. Prenez le temps d'interroger vos enfants pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui fait en sorte que les notes puissent dégringoler de sorte que l'enfant ait des notes minables. Parce que s'il y a quelque chose qui commence à dégringoler du jour au lendemain, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'agir. Donc, c'est par cela que je viens ici, afin de solliciter l'attention des parents, de faire très attention. Et surtout, si solliciter l'attention de plusieurs jeunes élèves, ne laissez pas vos bics n'importe comment. Ne laissez pas vos bics à n'importe qui. Ne donnez plus vos stylos à n'importe qui. Cette personne peut en apparence être ton ami, mais tu ne sais pas pourquoi, quelles sont les intentions qu'il a dans son cœur vis-à-vis de toi. Donc, avant de donner ton stylo, assure-toi que cette personne est vraiment une personne de confiance. Assure-toi que cette personne est une personne qui est véritablement avec toi. Parce qu'au travers d'un stylo, on peut nuire à ta vie. Au travers d'un bic, on peut faire des rituels sur ta vie pour bloquer ton intelligence ou bloquer ton parcours scolaire. Donc, entre autres, c'est ce que je tenais à dire. Je sais que l'audio est un peu long, mais il est important que je dise cela afin de conscientiser certains jeunes et surtout certains parents d'élèves. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et envoyez vos histoires sur le numéro à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp de DMG TV. Et voilà. Ceux qui veulent aussi poser des questions, faites en commentaire. Ceux qui veulent envoyer par exemple un message à quelqu'un en particulier, ceux qui ont raconté les histoires phares là, il y a un message que vous tenez à leur dire, faites-le dans le commentaire ou alors si c'est privé, dans le inbox aussi, pas de problème. Donc, on se reprend demain. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui ont commenté et liké cette vidéo. Merci à vous. Voilà.